voudrais justement avoir des nouvelles têtes, des nouveaux programmes, des nouvelles analyses. Voilà. Alors, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas un novice en politique, vous avez fait HEC, l'ENA dont vous êtes sorti deuxième, vous avez été inspecteur général des finances, vous avez travaillé dans différents cabinets ministériels sous les gouvernements de droite des années 90 et occupé entre 2004 et 2006 le poste de délégué général à l'intelligence économique au ministère de l'économie et des finances sous Raffarin et Villepin, avant de créer en 2007 l'Union populaire républicaine. Alors on ne peut pas dire que vous soyez hors système, hein. Ah mais je ne prétends pas spécialement être hors système. Très à la mode, hein. Oui, je sais. D'ailleurs, quand je vois M. Macron qui dit qu'il est hors système, ça fait doucement rigoler, en fait, tous les Français. Non, moi, ce que je fais, c'est que je fais des analyses depuis 10 ans bientôt. On va d'ailleurs fêter le 10e anniversaire de notre mouvement politique demain, puisque demain, ça fera 10 ans. Ça sera d'ailleurs au passage le 60e anniversaire du traité de Rome, dont j'invite les Français à se faire sortir la France. Voilà. L'originalité de ma candidature, ce sont des analyses constantes depuis 10 ans et constamment vérifiées par les événements. Alors vous êtes le candidat surprise de cette élection, je le disais, celui qu'on découvre, celui qui intrigue, celui qu'on prend pour un original. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous convaincre de l'utilité de votre candidature? Eh bien, d'abord, le parti politique que j'ai créé est devenu le parti en plus forte croissance de France. Demain, donc à partir de 15 h, il y aura porte de la Villette un rassemblement où il y a déjà plus de 5 500 personnes inscrites. Notre mouvement politique a dépassé les 20 000 adhérents, ce qui est beaucoup, ce qui est peut-être 4 ou 5 fois plus que d'autres partis politiques beaucoup plus médiatisés. Ce qui est original, en fait, avec moi, c'est que depuis 10 ans, j'ai été, c'est le moins que l'on puisse dire, très peu médiatisé. Et même pendant cette campagne, d'après les derniers relevés du CSA, j'ai eu droit à 0,34% du temps de parole. Après, vous savez, il y a un principe d'équité qu'on respectera, et c'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. On dit beaucoup de choses sur vous. On vous dit d'extrême droite, mais sans le côté raciste. Opposé à l'Europe, adepte des complots montés par les Américains, plutôt pro-russe. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ça? Mais normalement, les journalistes devraient aller se faire une opinion, parce que quand vous dites « on dit qui est on ?» Mais je tiens justement à avoir votre éclairage. En réalité, ce sont quelques attaques que l'on lance contre moi, parce qu'il se trouve que toutes les analyses que j'ai faites depuis 10 ans sont validées par les événements, que le site upr.fr, sur lequel il y a toutes les analyses et toutes les conférences, est devenu le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Il se trouve également que je n'ai pas d'affaires judiciaires, que je n'ai pas de compte à l'étranger, et donc, comme on ne sait pas m'attaquer, on essaie de lancer contre moi des calomnies, tout simplement, voilà. Mais je mets au défi quiconque, j'offre une caisse de 6 bouteilles de champagne à quiconque trouvera depuis 10 ans la moindre trace d'extrême droite dans le mouvement politique que j'ai créé. Alors vous êtes pour la sortie de l'Union européenne, de la zone euro et de l'OTAN. Vous n'avez pas peur qu'on se sente un peu seul? Non, pas du tout. Je reviens un instant sur ce que je disais précédemment. Il y a en France une seule instance qui est habilitée à fixer une étiquette politique, c'est le ministère français de l'Intérieur, qui m'a classé en divers et qui a classé ce mouvement politique en divers, puisque nous avons des Français venus de tous les horizons, d'ailleurs avec plutôt une majorité de gauche, comme on le verra d'ailleurs au grand rassemblement de demain 15 h, porte de la Villette. Alors je veux, oui en effet, sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Notez bien que c'est la Suisse qui est dans cette situation et que la Suisse est le pays du monde qui reçoit le plus de conférences internationales dans le monde. Donc votre rêve, c'est que la France devienne la Suisse? Mon rêve, c'est que la France redevienne un pays indépendant. Et je vous ferai remarquer que c'est le principe même de l'élection présidentielle. Parce qu'actuellement, nous avons une élection avec une campagne qui est sombre dans l'indignité, en définitive. Avec d'ailleurs du complotisme, puisque, si j'ai bien compris, M. Fillon... Mais l'article 5 de la Constitution française, et je ne cesserai de le rappeler tout au long de cette campagne, dit que le président de la République doit être le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, c'est-à-dire de l'unité nationale. Donc moi, je fais ma campagne d'abord et avant tout là-dessus. Les autres sujets sont importants, j'en parle également, mais ce sont des sujets de nature législative qui seront traités au mois de mai, au mois de juin, pendant la campagne pour les législatives. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que proposent les autres candidats en matière d'indépendance nationale. Je rappelle quand même aux gens qui m'écoutent que si la France sort de l'Union européenne et de l'euro, elle restera membre, elle restera liée au reste du monde par 6 686 traités. Bilatéraux. Bilatéraux ou multilatéraux. Nous resterons membres de l'Organisation des Nations Unies, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, d'Interpol, de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale de la santé, etc., etc. Donc, c'est en fait un outil de la propagande que de faire croire que sortir de l'Union européenne serait se couper du monde. C'est le contraire qui est vrai. Voilà, vous faites votre campagne sur la sortie de l'Union européenne et vous ne faites pas de référendum après pour redemander au peuple de vous élire, de vous dire oui, puisque vous dites j'aurais été élu sur ce programme. Donc l'idée de Marine Le Pen de faire un référendum après l'élection vous semble absurde en fait. D'abord, moi, je ne vais pas faire un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel ils viendront de m'élire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
c'est que les Français, ils ont voté en 2005 à 55% non à la Constitution européenne. Je faisais partie des non. On a vu la suite, c'est-à-dire que les référendums, personne ne vous dit si ensuite il va être suivi des faits. Troisièmement, Madame Le Pen, son projet, c'est le projet de David Cameron, qui avait fait la même chose, parce que Madame Le Pen, comme Monsieur Mélenchon, propose en fait de renégocier les traités. Eh bien moi, je ne veux pas me lancer dans une procédure de renégociation des traités, parce que je sais que c'est voué à rien. On voit, M. Jospin avait dit qu'il allait renégocier les critères de Maastricht en 97. On a vu ce que ça a donné. M. Hollande devait renégocier le traité, le TSCG en 2012. Ça n'a rien donné non plus. Donc pendant ce temps-là, il y a 800 personnes en France qui passent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une sorte de Marine Le Pen sans le rejet des migrants, des immigrés? Mais non, mais parce que, écoutez, Mme Le Pen, c'est un mouvement très à droite. Elle tient des propos parfois qui sont justifiés, sensés, c'est exact, mais elle tient aussi d'autres propos qui sont, à mon avis, scandaleux. Et d'ailleurs, si vous allez sur la page Facebook du Front National et si vous allez sur la page Facebook de l'UPR, vous verrez que ça n'a rien à voir. En fait, beaucoup de gens qui votent pour le Front National ne le font pas sur la question de l'indépendance nationale. Est-ce que vous pensez vraiment que l'unification de l'Europe s'est faite sur l'ordre des Américains, que le Dalai Lama est un agent de la CIA et que la création de l'État islamique est un complot de la CIA? Écoutez, moi je lis, on ne va pas encore parler de ça, moi je veux bien qu'on parle de ça. Ça fait partie de vous et de ce que vous êtes. Oui, mais écoutez, encore une fois, moi j'ai cité les articles de presse. Que le Dalai Lama soit financé par la CIA, c'est un article, beaucoup d'articles de presse, notamment un article du journal Libération de 1998 que les auditeurs trouveront en ligne sur notre site. Que la CIA ait été financée, que la CIA, ait financé la construction européenne dans les années 50 et 60, c'est de notoriété publique. J'ai aussi de quantité de preuves à vous montrer. La création de l'État islamique est un complot de la CIA? Écoutez, moi ce que je sais, c'est que le président des États-Unis aujourd'hui, Donald Trump, pendant la campagne aux États-Unis, avait dit que c'est derrière Daesh, c'était quand même le président Obama et Madame Clinton. Parce qu'il reprochait à Obama d'avoir retiré les troupes américaines trop vite d'Irak. Écoutez, de toute façon, vous savez, beaucoup de Français, contrairement à ce que vous pouvez penser, se renseignent et valide tout à fait les informations que j'ai données. D'ailleurs, je voudrais dire donc quelque chose. Donc Daesh, c'est une création de la CIA pour vous? Daesh, en tout cas, reçoit des armes, et ça je peux vous le montrer, reçoit des armes venant des États-Unis, du Royaume-Uni, et a le soutien de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Mais je voudrais dire quelque chose qui est très important sur ces questions. Parce que je sais bien qu'il y a des officines qui essayent de me faire passer pour un hurluberlu. Le président de la République, il est le chef des armées. Si quelqu'un qui devient chef de l'État, il doit prendre en compte ce qui agit au niveau international. Allez demander à M. Hollande, qui a été écouté par la CIA, ça fait un scandale en 2015. Allez lui dire, est-ce que les services secrets, ça n'existe pas? C'est-à-dire que nous ne sommes pas. Non, mais nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. C'est-à-dire que vous devriez poser la question, par exemple, aux autres candidats. Qu'est-ce que vous pensez de l'action de la CIA en France? Bon, pour l'instant, c'est vous que j'ai en face de moi. Alors, l'attentat de Londres, par exemple, on va continuer à parler de l'actualité. Est-ce que l'action de la France, oui. Est-ce que l'action de la CIA s'arrête aux frontières de la France comme le nuage de Tchernobyl? Voilà ce que vous devriez poser. Oui, la question est autre. L'attentat de Londres, qui est revendiqué par l'État islamique, c'est un complot de la CIA, alors? Non, je ne dis pas que. Écoutez, arrêtez de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Alors, dites-moi. Bon, mais je ne sais pas. C'est un complot. C'est un attentat. Bon. Mais vous pensez que c'est un complot? Mais j'en sais rien. Non, mais c'est un attentat qui vient de se produire. On ne sait pas ce qui se cache derrière. Et on ne peut pas. Ça fait partie. Normalement, dans un État démocratique, il y a des enquêtes judiciaires qui normalement devraient d'ailleurs être transparentes pour expliquer ce qui se passe. Bon, moi, je ne peux pas vous dire là-dedans. Je ne suis pas, vous non plus d'ailleurs. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en Angleterre. Je vous pose une question. Voilà. En France, est-ce que vous pensez, comme François Fillon, que c'est François Hollande qui a organisé un complot contre lui? Écoutez, moi, sur ces histoires de complot, il y a quelque chose que je voudrais dire et qui, à mon avis, intéressera beaucoup les Français. Sur cette question précise, oui. De Fillon et Hollande. Oui, non, mais moi, vous avez vos questions, moi j'ai mes réponses. Moi, il y a quelque chose que je voudrais dire. Dans la Constitution de la Ve République, il y avait un article, il y a toujours d'ailleurs un article 68, qui avait été rédigé par Charles de Gaulle et validé par 82% des Français en 1958, qui posait le principe de crime de complot contre la sûreté de l'État. Eh bien, ce complot contre la sûreté de l'État, ça a été retiré de la Constitution par une loi constitutionnelle en 1993, dans le dos du peuple français. Pourquoi? Vous voulez pas répondre à ma question, François Fillon, François Hollande? Ça vous semble plausible ou pas ce complot ou pas? Je m'en fiche. Moi, je n'ai pas. Oui, je m'en fiche. De toute façon, Monsieur Fillon, c'est Monsieur Fillon. Moi, c'est moi. Ce que je sais en tout cas, c'est que les Français, ils en ont ras la casquette, n'est-ce pas? Et ça vous semble plausible, ça, ou pas? Mais j'en sais rien, moi. Après tout, c'est leurs affaires. Bon, on va continuer. Vous vous présentez en dehors du clivage droite-gauche. C'est votre côté macroniste? Mais non, Monsieur Macron, vous savez ce qui fait la différence entre Macron et moi?
Alors, M. Macron, c'est un bébé. Moi, il est inspecteur des finances, je suis inspecteur général, j'ai 20 ans d'expérience de plus que lui. M. Macron, il va voir différents publics et il dit à chaque public ce qu'il veut entendre. Par exemple, il va chez les socialistes, il dit j'ai toujours été socialiste. Il va chez M. De Villiers. Il dit pas qu'il est socialiste. Il va ensuite chez M. De Villiers et il dit en fait j'ai jamais été socialiste. Donc en fait c'est du populisme. Moi, je dis toujours la même chose devant tous les publics. Quel est le candidat dont vous vous sentez le plus proche? Macron, qui est énarque comme vous et qui ne veut pas du clivage droite-gauche, Le Pen, qui prône le souverainisme, Mélenchon, qui déteste les Américains, ou Fillon, qui se dit victime des médias? Eh bien, si j'étais proche d'un autre candidat, j'aurais rallié un autre candidat. Je ne me présente pas par vanité personnelle. Vous pourriez vous sentir plus proche de l'un d'eux, sans partager toutes leurs opinions. Personne ne propose ce que je propose, c'est-à-dire si je suis élu, la première chose que je fais, je convoquerai un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour très sereinement et juridiquement dire à partir d'aujourd'hui, nous lançons la procédure de l'article 50, c'est d'ailleurs ce que vont faire les Britanniques le 29 de ce mois, dans quelques jours, pour sortir juridiquement et sereinement de l'Union européenne. Voilà. Et il y a une vie après l'Union européenne, vous savez. Qu'est-ce que vous pensez, François Asselineau, de chacun de vos adversaires, de chacun des, disons, par exemple Marine Le Pen, bon vous l'avez un peu dit tout à l'heure, François Fillon, vous pensez quoi de ce candidat? Mais je ne suis pas un commentateur politique. Mais vous avez bien un avis sur vos adversaires? Non. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai un programme politique qui est comparable à nul autre. Je veux rétablir en France les grands acquis sociaux du Conseil national de la résistance qui sont actuellement menacés et même détruits par les traités européens. Je veux renationaliser EDF, GDF, La Poste, la SNCF, les sociétés d'autoroutes, TF1, les sociétés de concession d'eau et également toute banque bénéficiant de fonds publics. J'ai le droit de le dire quand même. Ah oui, vous êtes là pour le dire. Tous les matins, François Asselineau, question récurrente, la question off met devant les caméras. Bon, on n'aura pas le jingle, on l'aura demain peut-être. C'est off, entre nous, François Asselineau. Vous qui voyez des complots partout, on ne vous a jamais entendu sur le 11 septembre. Est-ce que c'est un coup de la CIA, là aussi? D'abord, je ne vois pas des complots partout. Je m'inscris en faux. Ça fait partie d'une campagne de dénigrement qui n'est pas correcte dans le cadre d'une campagne électorale. Mais le 11 septembre, je n'ai pas pris de position sur le 11 septembre. Je n'ai jamais évoqué ce sujet. Et pour quelle raison? Parce que vous pensez que la version officielle est exacte? Je n'ai pas à me prononcer sur cette question. D'ailleurs, puisque vous êtes journaliste, vous devriez vous intéresser à ce que pensent les Français. Moi, ça n'est pas le sujet. Non, mais le 11 septembre, vous prétendez à la plus haute fonction de l'État. C'est normal d'avoir une opinion sur le 11 septembre. Mais demandez donc aux autres candidats la même chose. Moi, je veux faire respecter la Constitution. Je veux être le candidat du Frexit, celui qui va permettre aux Français de reprendre leur souveraineté et leur indépendance et de nous sauver du désastre de l'euro, parce que l'euro, on n'en a malheureusement pas parlé, est en train de nous entraîner dans un désastre. On en a parlé au début. Le 11 septembre, vous n'en pensez rien. Ou ça vous dérange qu'on vous pose la question, le simple fait de vous poser la question vous dérange? Mais je ne vois pas pourquoi on me pose cette question à moi plus qu'à quelqu'un d'autre. Parce que vous avez une position sur certains événements qui n'est pas la même que les autres. Mais c'est pas du tout. Encore une fois, vous insistez, mais je regrette de ne pas vous avoir montré tous les éléments. Les informations que je vous donne, ce sont celles que j'ai retirées de la presse, n'est-ce pas? D'ailleurs, écoutez. Ce qui intéresse les Français, c'est pas ça. Ce qui intéresse les Français, c'est le chômage. Quand est-ce qu'on va pouvoir enfin sortir de la spirale du chômage? Si on sort de l'euro, nous pourrons gagner en l'espace de 2 ans 1 à 2 millions de chômeurs en moins de catégorie A. Ça, c'est un vrai sujet. Merci François Asselineau. La suite de la matinale, François-Xavier. Merci à vous deux. Évidemment, on va revenir tout au long de la matinée sur les propos de François Fillon qui attaque nommément le chef de l'État. Un rendez-vous, et vous en parlerez certainement avec votre deuxième invité, Audrey. Ce sera Raphaël Enthoven qui répondra à vos questions à 8h40. En attendant, on vous souhaite déjà un bon début de journée. C'est vendredi, le week-end arrive. L'essentiel de l'info tout de suite. Et à la une ce matin, François Fillon, donc, qui accuse désormais nommément François Hollande. Le chef de l'État, dit-il, serait à la tête d'un cabinet noir qui aurait organisé les fuites dans la presse. Il dénonce un scandale d'État, des